Très bien. Mon cher Daouda, nous allons à Kaloum, où les populations, d'abord, n'ont pas suffisamment bien dormi. C'était un vacarme. Et ce matin encore, ça s'est poursuivi. Que réclame-t-il? Qu'est-ce qui explique qu'il soit dans la rue? Effectivement, vous savez, nous sommes le 100e jour exactement aujourd'hui, depuis après l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. On a vu beaucoup de chaînes de solidarité pour venir en aide à ces sinistrés qui sont aujourd'hui près de 3000. 3000 parce qu'avec les ménages qui ont été recensés par l'Anguiche, entre autres, il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits à ces personnes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a eu une première manifestation, une deuxième et une troisième, toujours pour réclamer un peu les travaux sur leurs bâtiments qui ont été impactés par cette explosion. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous montre dans les différentes éditions d'information, c'est qu'il y a des sacs de riz qui sont venus, il y a des bidons d'huile, entre autres, qui sont donnés aux sinistrés. Mais leur problème, fondamentalement, ce n'est pas ce qu'ils doivent manger, mais comment dormir dans leur maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui ont été impactées, dans lesquelles on ne peut plus habiter s'il n'y a pas de travaux de rénovation sur ces maisons. Alors, aujourd'hui, ils continuent à dormir à la belle étoile. Il y a la chaleur, c'est vrai, ils préfèrent dormir dehors que d'aller à l'intérieur de la maison parce que la maison ne peut plus tenir. Et leur crainte aujourd'hui, c'est que la saison des pluies qui s'annonce, et c'est là pour très bientôt. Si aujourd'hui, ils ont la possibilité, sans pluie, de dormir dehors, au temps de pluie, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont dormir à la maison avec les fortes pluies qu'on connaît à Conakry, qui viendront s'ajouter à l'impact déjà de l'explosion du dépôt, avec des fondations et une bâtisse ébranlée qui ne tiennent plus. Quand vous prenez un peu les maisons d'habitation, je ne parle pas des bureaux de Coronti et entre autres à Tombo, vous savez quand même que ce sont de véritables bâtisses en banco qui ne tiennent plus en réalité. Donc si aujourd'hui il y a cet impact de l'explosion et des fortes pluies qui vont suivre après, comment vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de se mettre dans ces maisons pour dormir et s'attendre à l'effondrement de ces murs, ou à dormir dehors, et c'est là comment ils vont le faire? Ceux qui ont la possibilité d'aller ailleurs sont allés ailleurs, mais ils sont aujourd'hui en milliers qui n'ont pas où aller parce qu'ils n'ont que ça. Alors, leur réclamation aujourd'hui, parce que le Premier ministre était passé pour voir un peu comment les calmer, il leur a fait beaucoup de promesses qu'ils vont très vite se retrouver pour venir répondre à leurs préoccupations, mais jusque-là, il n'y a aucune activité qui commence sur la rénovation de leur maison. Voilà un peu pourquoi, depuis hier nuit, ils sont dans cette protestation. Et aujourd'hui, on vient de parler avec un élément, le président d'ailleurs de l'association des sinistrés de Kaloum, qui devait être dans ce studio, mais malheureusement ne pourra pas être parce que les quartiers sont quadrillés par les gendarmes et les policiers. Très bien, les quartiers quadrillés, mais le problème, lui, il demeure. Jacques, le problème, il demeure. Et la question, elle est entière. C'est la nourriture, c'est l'habitat, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est tout qui va avec. La question est entière. Finalement, quelle approche justement pour les prendre en charge? Le temps qu'on l'appelle. Je dis tout simplement, l'État a décidé d'assumer ce qui s'est passé. Mais je crois que au fur et à mesure que les mois passent, il est davantage en train de dire à ses citoyens, débrouillez-vous. Vous savez ce qui s'est passé là, c'est Dieu, c'est pas nous. Oui, parce que jusque-là, on ne sait pas. Non, ils se sont précipités. On ne sait pas. Vous avez vu avec quel empressement on a évité qu'il y ait des recherches autour de ça. Parce que c'est quand même un dépôt qui était géré par une société connue, la SGP. Donc si le dépôt a explosé, et puis au-delà des pertes subies par la société elle-même, qu'il y ait des dégâts collatéraux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ça. C'est-à-dire celui où, je ne sais pas si c'est une personne physique, de toutes les façons, on va relier ce qui est arrivé
à l'humain. Ça ne peut pas se passer autrement. Il y a toujours l'humain quelque part. Soit dans l'immédiat, ou alors dans la construction dès le départ, ou dans la surveillance, je ne sais pas moi, mais de toutes les façons, l'humain a sa responsabilité engagée dans ce qui s'est passé. Ce qui veut donc dire que fondamentalement, il y a quelqu'un qui doit payer pour ce qui s'est passé. Mais l'État a très vite communiqué là-dessus. D'abord, le ministre de la Justice, d'abord, le porte-parole, non, je ne sais pas entre les deux qui a parlé en premier. Le ministre de la Justice d'abord. Le ministre de la Justice a dit toute piste de. Ce n'est pas criminel, ce n'est pas une attaque. Donc, et puis le porte-parole est venu dire, de toutes les façons, ça arrive aussi dans le doute. Lui. Donc, en gros, ça veut dire que l'humain qui est engagé ici, c'est l'État en tant que responsable de ce pays-là, de pouvoir faire face. Très bien. Le porte-parole, les gars, permettez. Les responsabilités doivent être individuelles, on va revenir. L'État ne veut pas les situer. On va revenir juste derrière. Le porte-parole, de toute manière, quand il parle dans une situation grave, il l'empire. Nous avons donc en ligne le porte-parole de ces victimes-là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, il va intervenir sous couvert d'anonymat. Daouda Mohamed Kamara, posez-lui la première question. Alors, depuis hier nuit, et vous êtes déjà dans cette protestation, qu'est-ce que vous réclamez en réalité? Parce que il n'y a pas une semaine, on a vu le passage de Anguche dans vos différents quartiers pour vous doter de denrées alimentaires. D'abord, nous sommes les sinistrés de Corentin. Et parmi ces sinistrés-là, il faut savoir que nous vivons dans des conditions très précaires, très difficiles. Et c'est le centième jour aujourd'hui. Nous sommes dans cette inaction de l'État. Dès que vous voulez faire un mouvement, dès que vous réclamez vos droits, on dit partageons les denrées, partageons les riz. Or, le prix d'un sac de riz est l'équivalent du prix de 3 sacs de ciment. Pourquoi vous donnez les riz et pas les ciments? Pourquoi vous ne donnez pas les tôles? Ceux qui ont fait des dons de ciment, de tôle, de riz, et les choses ont été reçues par les mêmes personnes. Pourquoi vous donnez que les vivres et vous ne donnez pas les ciments, vous ne donnez pas les tôles? Donc vous ne voulez pas qu'on dorme dans nos toits, sous nos toits? Vous voulez que nos parents et nous, que nous soyons abandonnés dans les maladies, que les maisons, que là où il y a des grosses fissures là, que ces murs-là tombent sur des gens, il y a encore de nouvelles pertes en vie humaine pour que l'État vienne compatir à notre douleur. C'est pourquoi les gens décident de réclamer leurs droits. Et moi, alors, pour que l'on comprenne bien, quand vous dites pourquoi vous donnez du riz et pas du ciment, vous vous adressez à qui concrètement? Hein? Quand vous dites pourquoi vous ne donnez pas, pourquoi vous donnez que du riz et pas du ciment, vous vous adressez à qui? Aux bienfaiteurs ou à l'État? Mais c'est l'État qui a reçu. Les gens, les vivres là, ne sont pas venus directement à nous. Les collectes d'argent, de billets faciles et tous les donateurs de la diaspora et Orange, toutes les sociétés qui sont venues au secours, c'est l'État qui a reçu. Mais on fait le blocus. D'abord, on nous a dit depuis le début de l'événement, ne réparez pas vos maisons, vous les laissez intactes. Mais jusqu'à quand? C'est le 5e jour aujourd'hui, 3-10 jours. Même un gouvernement est évalué sur la base des 100 jours. Alors, oui. Lorsque c'est arrivé, attendez Mara, lorsque c'est arrivé et qu'il y a eu le comité de crise et puis l'implication de l'Anguche, est-ce que on vous avait mis en rapport avec quelqu'un? Je veux dire, est-ce que vous aviez un interlocuteur en face officiel, avec qui vous devriez discuter, avec qui vous devriez avoir des comptes rendus sur tout ce qui est en train d'être fait? D'abord, la manifestation du 1er février. Après, nous nous sommes rencontrés à la Blue Zone où j'ai été désigné porte-parole des sinistrés, Mahmoud Sipo Ketouré. Après, on nous a dit de mettre en place un comité qui va discuter avec l'État. Non, monsieur, avant d'arriver à la manifestation. D'accord, allez-y. Avant d'arriver à la manifestation, je sais qu'au début, on avait regroupé beaucoup de sinistrés au Palais du Peuple. Il y a des vivres qui étaient regroupés à la grande mosquée Faisal et pour être déployés de l'autre côté, les lits, etc. Ça, ce sont des choses qu'on a suivies un peu très vite. Après, l'État a dit clairement qu'il prenait la responsabilité désormais de la gestion de la crise. Ce qui enlevait toutes les personnes qui s'étaient engagées volontairement. Mais est-ce qu'après ça, on vous a montré quelqu'un
avec qui vous devriez parler directement de la part de l'État, soit du côté de l'administration du territoire avec l'Anguiche, ou alors au niveau du comité de crise qui était dirigé par le général Bachir Diallo, qui est dirigé par le général Bachir Diallo. Est-ce que vous aviez un interlocuteur dès le début? C'est ce que je veux dire. Dès le départ d'abord, on a mis ce comité en place, nous, pour servir de liaison entre les sinistrés et l'État. Mais à chaque fois que nous voulons sortir, on nous dit non, distribuons les vivres. Moi, on m'a appelé à Anguiche. À Anguiche, on nous a reçus. Nous leur avons demandé pourquoi vous parlez. Il faut que vous attendiez jusqu'à ce que on finisse la procédure de distribution des denrées. Et moi, j'ai dit ça, c'est jusqu'à quand? C'est vous qui distribuez. Vous pouvez donner à 2 personnes aujourd'hui ou à 1 personne. Vous pouvez distribuer ça jusqu'à la fin de l'année. Mais si nous restons jusqu'à la saison pluvieuse et que les peu de biens que nous avons arrivent à se détruire, qu'allons-nous faire? Alors nous sommes restés dans ça et nous avons dit, s'il n'y a pas de réponse, il faut qu'on prenne la rue encore. À l'occasion de la fête du 8 mars, les femmes se sont organisées pour manifester. Certains ont appris qu'on devait manifester le 8 mars. C'était les femmes qui ont organisé. Et il y a eu une oreille attentive à l'époque. Le 7, le général, depuis le 6, le 5, le général Bala Samoura a appelé. Et il a demandé à rencontrer certaines femmes. Les femmes leaders sont allées à son bureau. J'étais avec elles. Il a eu à discuter. Il a demandé non, ce n'est pas une bonne chose si vous manifestez. Le mieux, c'est d'accepter qu'on dialogue. Je prends la situation en main. Vous-même, vous voyez que le gouvernement est dissous. On a écouté. Le gouvernement est dissous. Je prends la situation en main. Devant nous, il dit je convoque Anguiche. Il les appelle. Devant nous, j'appelle l'habitat. Tout ça devant nous. Et après, c'est Baouri qui vient faire un tour pour juste se promener à Koronti et dire qu'il est venu faire quelque chose dont on n'a rien vu. Et après cela, nous sommes restés, nous lui avons donné 3 semaines. Général Bala Samoura et moi-même, Touré, nous discutons. Mais tant il nous dit qu'il faut procéder encore au recensement des maisons, je dis non, mais l'habitat a tout fait. Vous avez même envoyé des huissiers qui ont toute la situation. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Aujourd'hui, il y a cette question que je souhaite vous poser si vous m'écoutez. Combien de ménages est-ce que... L'État veut reconstruire ça. À 100 jours, nous n'avons aucune garantie. Nous n'avons même pas confiance si après 100 jours, ils peuvent construire nos maisons. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons qu'ils arrivent à désintéresser les familles. Chacun entame ses constructions. Chaque famille entame ses constructions. Très bien. Voilà. Alors, combien de ménages sont concernés par cette situation, ce besoin d'habitat? Vous êtes au nombre de combien de ménages, justement, qui êtes concernés par cela? Je ne parle pas du nombre de personnes, mais de ménages. Bon, il faut savoir d'abord que l'État a recensé 3 quartiers principalement, Corentin, et Tombo. Mais dans la zone la plus touchée, les 500 mètres carrés doivent être dédommagés pour la reconstruction. Voilà, ça c'est dans les 500 mètres carrés, c'est-à-dire à partir de la sûreté jusqu'au gouvernorat, l'autre côté qui fait le côté droit là. Est-ce qu'il y a eu un travail d'évaluation? Est-ce qu'il y a eu un travail d'évaluation? Pas d'identification, mais d'évaluation si vous voulez, des dégâts et des besoins de la catastrophe, mais aussi des besoins en termes de construction. Est-ce qu'il y a eu ce travail? Oui, c'est pourquoi, ça c'est le compte rendu de l'habitat. Selon le département de l'habitat, les 500 mètres là, ça c'est la zone la plus touchée. Et c'est là, je crois que là-bas mérite une reconstruction. Là-bas, notre inquiétude aujourd'hui, c'est même ce point-là. Mais est-ce qu'il y a eu un recensement des ménages? Est-ce qu'on connaît le nombre de ménages concernés par ces reconstructions-là? Bon, quand l'État est venu, il a recensé tout le monde jusqu'à Tombo. Ça, c'est environ 2500 ménages. Voilà, mais dans la zone la plus touchée, nous n'atteignons pas ça. D'accord. Voilà. Je posais la question pour l'opinion, mais aussi pour notre gouverne. Est-ce qu'il y a eu une évaluation du besoin en termes de reconstruction à date? Il y a une équipe pilotée par l'habitat, composée de noteurs, d'ingénieurs, d'architectes. Ce sont eux qui ont circonscrit pour dire que les 500 mètres là, c'était la zone la plus touchée. Mais après, la grande question aujourd'hui, l'État veut reconstruire. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire aux gens. Ils veulent reconstruire et nous n'avons aucune confiance. Après 3 mois, 10 jours, quand est-ce que vous allez reconstruire? Ça, c'est la grande question qui se pose. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire. Où vous allez nous envoyer? Attends, c'est quoi votre problème? C'est parce que vous n'avez pas confiance que l'État puisse reconstruire comme vous voulez, ou bien vous êtes préoccupé par le délai tout simplement?
Non, premièrement, c'est le délai. Quelqu'un qui est resté inactif pendant 100 jours, sans rien entamer, s'il lui dit va construire vos maisons, ça prendra combien d'années? Attention. C'est ça, c'est la grande question. L'autre, pour peut-être... Jusqu'à présent, c'est quand nous sortons, aujourd'hui par exemple, quand les femmes sont sorties aujourd'hui, ils ont donné un communiqué à la mosquée pour dire que les concessionnaires sont convoqués au gouvernement de la ville de Conakry. Mais ça, c'est parce que nous sommes sortis. Faut-il attendre tous les jours qu'on sorte pour dire qu'il y a une réunion des concessionnaires, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez la reconstruction de l'État ou bien vous voulez le dédommagement? Ok, monsieur. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir, parce que, à mon avis, votre préoccupation, ça va au-delà du délai, au-delà du fait même des bâtiments qui sont en train de reconstruire. En fait, votre problème, c'est quoi exactement? Est-ce que vous avez peur que l'État construise et vous spolie vos terres en décidant de vous recaser ailleurs et d'en faire, par exemple, des bâtiments à usage public sur vos domaines? Cela n'est même pas possible parce que nous, là où nous habitons, ce ne sont pas des domaines de l'État. Nous avons juste voulu que ce qui a été gâté soit reconstruit. Parce que je crois que le recasement, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'endroit pour eux. S'ils avaient un endroit, ils nous auraient proposé. Après 100 jours, l'État n'a plus rien proposé. Donc la question du recasement n'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui les empêchait de venir faire des propositions chez les concessionnaires? Voici ce que nous proposons pour vous. Donc après 100 jours... Il n'y a pas d'initiative crédible et sérieuse de la part de l'État vis-à-vis des sinistrés. Voilà. Donc après 100 jours, vous estimez que l'État manque de volonté pour reconstruire vos bâtiments, c'est ça? D'ailleurs, l'État a failli, c'est ça. L'État manque de volonté, mais l'État a failli aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez concrètement et dans l'urgence? Dans l'urgence, là, nous voulons que l'État dédommage ces familles-là pour que chaque famille entame des reconstructions dans sa famille. Voilà, c'est ce qui se passe. Autrement dit, vous voulez de l'argent pour construire vos bâtiments, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les matériels qui ont été donnés, qui nous envoient ces matériels, qui nous ajoutent de l'argent pour que nous faisons les travaux. Pour ça seulement, les femmes voulaient réclamer, ils ont gazé. Moi, notre portail a été défoncé. Une femme enceinte de 8 mois et en ce moment a été gazée, elle s'est évanouie, elle est actuellement à l'hôpital. Pour ça seulement, c'est ça seulement qu'on a voulu demander. Nos maisons, on ne peut pas continuer à dormir dehors. Et s'il pleuvait? Pour ça, ils sont allés dans les quartiers, ils ont gazé. Oui. Même les vieilles personnes, les enfants, les nourrissent, tout le monde. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien vous amener à une autre réflexion. Est-ce qu'à ce jour, parce que j'imagine que vous êtes organisé en collectif, ce qui s'est passé, les dégâts, mes collègues l'ont rappelé tout à l'heure, il y avait une entreprise, quoique publique, qui était là, qui a des actionnaires, notamment ce sont les plus grandes sociétés de pétrole du pays et même du continent, qui sont quand même à l'intérieur de cette société-là, mais y compris l'État guinéen. Est-ce qu'à ce jour, vous avez décidé en collectif de saisir des cabinets d'avocats en vue d'intenter tout simplement des procès, ne serait-ce qu'en réparation civile? Parce que ailleurs, c'est ce qu'on aurait vu, il y a des assurances, c'est des sociétés qui sont assurées. La semaine prochaine, si rien n'est fait, nous allons intenter une action judiciaire contre l'État, contre la SONAP. Voilà, c'est prévu. À partir de, si rien n'est fait, la semaine prochaine, si on ne voit rien de concret, nous allons entamer une procédure judiciaire. Contre la SONAP ou contre la SGP? Contre la SONAP. Voilà. La SGP, la Société guinéenne des pétroles, ou contre la SONAP? Oui. Bon, de toute façon, l'entreprise qui est à l'origine, que ce soit SGP, SONAP, je ne précise plus ça maintenant. Nous allons porter plainte contre ceux qui sont à l'origine de ce drame. D'accord. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour terminer, nous décrire les conditions dans lesquelles vous dormez aujourd'hui? Mais nous dormons à terre. Il y a des gens qui dorment sur le goudron, pas sur les vérandas, hein, sur le goudron. Et qu'est-ce qu'ils font pour se mettre à l'abri? Les poubelles vertes là. Ils posent ça derrière eux. Quand ils se couchent, ils posent ça à juste à 1 mètre comme ça ou 2 mètres pour qu'un véhicule en venant sache qu'il y a quelque chose devant, pour ne pas que la voiture vienne marcher dessus, vienne marcher sur des gens. Il y a des gens qui dorment. Vous êtes carrément dehors, voilà. Vous nous dites, certains sont sur le goudron. Et s'abritent derrière des poubelles. Ça, c'est dans la rue, ça. C'est pas dehors. Voilà. Voilà, ça c'est la nuit. Et il y a des familles qui ont quitté, et il y a des gens qui, chez nous par exemple, il y a beaucoup qui ont quitté, qui sont en banlieue. Il y a des concessions qui sont vides à 90%. On ne peut pas continuer à dormir dehors, contracter des maladies. Qui va nous soigner?
Et alors, monsieur Touré, on sait quand même que vous êtes dans 3 quartiers directement impactés par cet incendie. Que font vos chefs de quartier? Que fait la mairie exactement par rapport aux démarches, le gouvernorat d'ailleurs qui est également dans votre quartier? Que font-ils en réalité pour mener les démarches auprès des autorités compétentes? Ces gens-là n'ont pas effectué de déplacement chez nous. Nous, les chefs de quartier, ni le maire, ni le gouverneur, la gouverneure n'ont pas effectué de déplacement chez nous. Pire, nous, notre chef de quartier, même si les gens viennent nous faire des dons de vivres, il y a des gens qui disent, nous, on veut donner directement aux sinistrés. Il appelle son chef secteur, il dit, bon, appelle-les de venir s'adresser au quartier. Et lui, il les reçoit, il dit que nous avons quitté, les maisons sont vides, et lui, il fait enregistrer sa famille et ses proches là-bas pour les faire prendre ces vivres-là. Tous les jours, c'est comme ça. Donc, c'est qui votre chef de quartier là? Hein? Qui ce chef de quartier, c'est qui? C'est Momo Souma Ernest, chef de quartier de Corentin. C'est comme ça, il se comporte. Il a même créé un groupuscule, se réclamant être du comité des sinistrés. Et ce sont ces gens-là qui font des recensements pour lui, et pour les vivres là. Ce sont ces gens-là qui moi-même, on m'a demandé d'augmenter le nombre de ménages afin que on continue à prendre des vivres. Je dis, moi, je ne le fais pas, mais vous ne le faites pas aussi. Mais c'est en complicité avec le chef de quartier. Lui, il nous a divisés à cause des vivres. Donc, il a aujourd'hui une équipe, se relevant des sinistrés quand l'État vient qu'il monte, mais juste pour ces denrées-là, pour ces vivres. Et ce sont eux qui mènent ces opérations de distribution des vivres. Ils inscrivent même des gens qui ne sont pas de Corentin, mais en leur donnant, ces jeunes avec qui ils travaillent, ceux-ci donnent des sacs de riz aux gens. S'ils donnent 2, ils leur disent, bon, vous me retournez un sac parce que vous n'êtes pas de Corentin. Ils font tout cela sur notre dos, pendant qu'il y a des gens qui demandent où dormir. Mais eux, ce n'est pas leur préoccupation. Et surtout dans le groupe qui a se réclamant des sinistrés, combien sont concessionnaires? Combien sont concessionnaires? Moi qui vous parle, moi, président du comité des sinistrés, nous avons 3 concessions dans la zone touchée. Voilà, on n'a pas raison de croiser les bras, parce que si ça ne donne pas de bons résultats, nous serons les plus perdants. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Nous avons 3 concessions à Corentin. Et les gens sont abandonnés. Nos parents, les vieilles femmes, les gens sont malades de cette situation. Et l'État, au lieu de privilégier le dialogue, il vient nous gazer jusqu'à ce qu'une femme enceinte de 8 mois s'évanouisse. Quelle est la crédibilité, quelle est la confiance que nous allons porter à ce gouvernement, à cet État, pour résoudre ce problème? Quelle est la garantie que l'État va nous offrir, si ce n'est les gaz lacrymogènes? Nous avons été gazés une première et une deuxième fois. Est-ce que cela doit continuer? En plein mois de Ramadan, les femmes sont arrêtées aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont conduites à des endroits que nous ne connaissons pas parce que nous ne savons pas où elles sont. Elles sont arrêtées, elles sont en jeûne. Il y a eu des arrestations ce matin? Il y a eu des arrestations, il y a des femmes qui sont arrêtées. Et moi qui vous parle là, jusqu'à présent, le périmètre est bouclé. Il y a des dizaines de véhicules qui quadrillent, qui sont dans la zone et qui nous entourent. On n'a même pas où sortir. Les femmes ne peuvent pas aller au marché aujourd'hui. Parce que c'est vrai, même si on a fini avec la manifestation, parce que l'objectif était de passer un message, mais elles doivent aller au marché pour préparer. Et cela n'est pas possible parce qu'elles sont encerclées. Donc nous ne pouvons que passer ce cri d'alarme, ce cri d'alerte pour dire qu'à Corentin, nous sommes abandonnés, mais nous ne sommes même pas nous sommes le dernier souci de cet État. L'autre souci que moi j'ai, c'est pour tous ces jeunes-là, c'est tous ces enfants qui allaient à l'école dans cette zone. On le sait, on a même un collège et un lycée juste à proximité. Aujourd'hui, comment vous organisez-vous pour que vos enfants puissent continuer à fréquenter une école? Les enfants, principalement, et certains continuent à fréquenter l'école primaire de Tombo, c'est là-bas on a relocalisé les élèves du lycée collège 28 septembre. Ça, c'est à l'école primaire de Tombo à la Corniche. Mais il y a beaucoup de parents qui ont quitté avec leurs enfants de maternelle, de première année, de deuxième année, ainsi de suite, du collège, du lycée, qui sont allés dans d'autres quartiers en banlieue. Comment ces enfants-là vont étudier? Ils viennent parfois à Kaloum pour étudier, mais le jour où les parents n'ont pas de transport, ils restent en banlieue. C'est ce qui se passe. D'accord. Merci, très cher. Vous traversez en effet une situation difficilement acceptable. Le message, lui, il est passé. On espère pouvoir suivre cette actualité pour vous, vous apporter à notre manière, bien entendu avec les limites qui nous sont imposées, nous aussi, pour vous accompagner à faire plus de lumière et de visibilité sur la situation que vous traversez. Bon courage, beaucoup de courage, et on espère que l'État veuille entendre ce cri de cœur que vous venez de passer.
On l'a écouté. On a écouté M. Touré, Mohamed Ali. Enfin, vous savez, on avait prévenu ceci, on l'avait dit ici, dans les pays sérieux, dans les pays normaux, dans les pays qu'on cite en exemple, il y a toujours une institution qui est grandes gueules prévu de ce genre. On en a. Et d'accord, on en a, mais vous l'avez vu. Et vous avez compris ce que Angus fait. Ce que Angus fait, ce que Angus est capable de faire et jusqu'où se trouve la limite de Angus. Je parle d'une vraie institution organisée qui sait exactement que ce genre de choses se gère d'une manière assez précise, justement, du début jusqu'à la fin. En fait, on n'a pas à mettre un comité en place, on n'a pas à confier la responsabilité à des ministres et on n'a pas à faire des campagnes et des bénéfices là-dessus, en fait. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette organisation, plutôt Angus a été surpris et en plus démuni. Et que son rôle se limite simplement à la distribution des sacs de riz aux sinistrés. Non, à la réception et à la distribution. Parce qu'on nous aurait dit au moins ce que l'État a mis à la disposition de l'Angus pour venir en aide aux sinistrés. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce que les bonnes volontés ont mobilisé et tout de suite on a dessaisi les volontaires qui s'étaient déplacés. On a dit qu'on centralise tout au niveau de l'Angus. Mais qu'est-ce que l'État lui-même a mis à disposition pour soulager ses citoyens? Et même ça, l'Angus ne fait pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la quantité des dons reçus, quelle est la nature des dons reçus et qu'est-ce qu'on va en faire exactement. Ce qu'on fait, c'est de distribuer des sacs de riz parce que les sacs de riz, on est habitué à ça, quoi. En fait, le sac de riz, c'est l'ami du Guinéen. On se moque des gens. Voilà, depuis très longtemps. Honnêtement, c'est cette dimension de rapetissement du Guinéen. Moi, ça me... Et on les rabaisse. Pendant ce temps, il y a énormément de crises. Il a parlé de ils se plaignent, on apporte du riz. Ils se plaignent, on apporte du riz. C'est dramatique à ce niveau, surtout au niveau des élèves. L'école touchée, 28 septembre je pense, n'est plus utilisable, on va dire ça comme ça. Les enfants ne peuvent plus étudier. Ils sont au nombre de 1000. On les a dispatchés dans des écoles qui étaient déjà remplies, en fait. Ces écoles dont il évoque là, l'école notamment de Tombo ou d'autres écoles, 28 septembre, qui sont remplies, en fait. C'est Tombo qui reçoit, je pense. C'est Tombo qui reçoit, a été impacté. Donc ils les ont dispatchés. Ils sont au total 1000, mais ils n'arrivent. Ces enfants-là, depuis ce jour, n'étudient plus. Et personne ne se soucie. Même le DCE, vous l'appelez, il vous dit, ah, mon frère, moi, je ne sais plus quoi faire. On se souvient que le ministre d'alors de l'Éducation nationale avait annoncé des mesures qui, aujourd'hui, ne sont pas efficaces. Des mesures qui ne sont même pas applicables en réalité. Donc, à tous les niveaux, il y a des problèmes. L'affaire de Kaloum, on l'a négociée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait du business sur le malheur des uns et des autres. Parce qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a qui, effectivement, gagnent de l'argent dans cette situation. Il y en a qui... vous avez entendu les chefs de quartier. Mais est-ce qu'un chef de quartier guinéen ira au paradis? Bon, peut-être. Parce que... Peut-être. C'est même pas même. Non, Alphananka est mon chef de quartier. Ils ont vu ça avec d'autres. Quand vous parlez du chef de quartier, il y a, au niveau du chef de quartier, il y a le maire qui est à côté. Il y a le ministre qui est aussi là. Et c'est eux qui prennent les gros, c'est eux qui font c'est eux qui fixent le cap de ce comportement-là. Les chefs de quartier ne sont que des petits exécutants qui se contentent des sacs de riz et essayent de montrer leur malhonnêteté dans ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que le cri soit entendu sur le plan national. Ce n'est plus une lutte pour les habitants de Kaloum, tout simplement. C'est des victimes qui ont été touchées et aujourd'hui qui sont presque abandonnés. On réduit leur dignité à des sacs de riz. Et donc, ça doit être une préoccupation nationale. Ça doit être un problème de Ratoma aujourd'hui. Ça doit être un problème de Matam. Ça doit être un problème de Dixin, de Tombolia, de tous les habitants de Conakry, mais surtout de la Guinée. À dire qu'il y a une partie de la Guinée qui est touchée par cette catastrophe et aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes. La même solidarité qui s'était engagée au départ, donc au début, cette solidarité doit se réorganiser d'une meilleure manière, exiger et l'organiser. Sinon, c'est des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. Mais ça, on avait prévenu. On a dit que la vraie crise, ce n'est pas l'explosion et les jours qui suivent. La vraie crise, c'est un mois,
2 mois après. Parce que tout le monde oubliera ces sinistrés-là, alors qu'ils traversent l'enfer. Comment est-ce que vous pouvez imaginer, Tamba, que quelqu'un même que vous connaissez, votre ennemi que vous n'aimez pas, vous voulez vraiment pas qu'il vous voie, mais qu'il vous dise qu'il est obligé de prendre notre poubelle en bas ici, pour mettre en pleine rue. Pour se protéger. Ça fait le mur en fait. C'est ça le mur pour cloisonner son espace, l'espace dans lequel Comment vous pouvez concevoir ça? C'est inacceptable. Et surtout que c'est dans Kaloum. Kaloum, tout le monde est là, notamment le président. Il fait ses vélos toutes les semaines, on va dire ça comme ça, dans Kaloum où les gens ils dorment dans la rue. Et il est censé être le plus informé. Kaloum où les ministres ils travaillent, Kaloum où ceux qui prennent des décisions travaillent, dans Kaloum, des gens dorment de cette manière-là, des gens ne mangent pas à leur faim, ils n'ont rien provoqué, ce sont des sinistrés. Par le fait, si on va dans d'autres explications, par le fait d'une erreur humaine, cette explosion, et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, c'est une erreur humaine. Par le fait d'une erreur humaine, aujourd'hui ils sont victimes de ce qui leur arrive. De toute façon, il y a l'humain dedans. Donc il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on ne sait pas. Je pense que ça doit être un sursaut national. Encore une fois, de la solidarité doit se créer au niveau de ceux qui sont vers Kaloum, pour montrer effectivement que en Guinée, un citoyen, une injustice faite à un citoyen est une menace envers tous les autres citoyens. Vous savez, quand je disais que la situation elle est entière, vous parliez d'école, là on peut parler de toilettes, on peut parler d'eau, on peut parler d'habitat, on a largement écouté le monsieur obligé de dormir, mais la question de la santé, je vous ai suivi sur quelques semaines en arrière, sur le cas de l'hôpital Bernard Kouchner. Mon épouse même était suivie là-bas, on était obligé de changer, de trouver ailleurs. Ce qui n'est pas toujours aisé pour tout le monde. C'est donc une question entière qu'il ne faut certainement pas laisser uniquement à l'anguche. Oui, vous savez, c'est ce que j'ai commencé par dire au début. L'État a voulu, bon, le pouvoir, je crois que quand je dis l'État, là, ça reste confus, souvent on dit c'est tout le monde qui est dedans. Le pouvoir a voulu tout prendre de son côté. D'abord, la responsabilité de ce qui est arrivé, en écartant toute autre responsabilité qu'on pouvait rechercher à travers une enquête minutieusement menée. Donc, le pouvoir dit, c'est moi. De toutes les façons, ça arrive ailleurs, donc ce qui est arrivé, j'assume. Et puis dans la gestion, les gens se sont levés sans qu'on leur demande pour apporter de l'aide, de manière spontanée. Et c'est quand tu vois avec quelle brutalité on est venu les chasser de là, les dessaisir de cet engagement, ils ont dit qu'ils vont gérer. Et depuis, ils n'apportent pas... Tu sais, Jacques, c'est comme si, côté État, et c'est ça toute la difficulté avec les agences étatiques, c'est toujours avec la corruption que ça va. Évidemment. Ils ont observé à ça comme une opportunité sur laquelle il faut sauter. Pour se faire de l'argent. Et pour le cas de Bernard Kouchner, c'est ça. Les responsables du centre ont bien vu que, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais c'est juste le plafond qui s'est détaché avec je sais pas si c'est les madriers ou les planchers. Non, les planchers, mais je crois que c'est les bassins, donc qui tiennent. Le bastin ou qui ont lâché. Donc on a dit qu'on pouvait même avec les ressources propres à la clinique, on pouvait refaire. Mais on dit non, il faut attendre. Il faut mettre ça dans le package global de toutes les reconstructions de Kaloum. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut avoir un budget, qui veut avoir une marge. Pendant ce temps, on réoriente, n'est-ce pas, les femmes, je crois, du côté du centre, d'un centre de santé. Si ce n'est pas à Tombo, Almamia, du centre de santé d'Almamia, on connaît les conditions dans lesquelles sont nos centres de santé. Donc les gens étaient dans l'obligation d'abandonner tout simplement pour se rediriger vers les centres hospitalo-universitaires. Et parfois, il y en a même qui ont perdu le contact des médecins qui les suivaient. C'est la même chose qui se passe avec ces reconstructions. Tant que ceux qui sont au cœur de la mise en œuvre des engagements pris par le pouvoir n'ont pas identifié ce qu'ils peuvent tirer de l'argent mobilisé par des citoyens, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire et ils s'en fichent que les gens dorment dehors, ils s'en fichent que les gens soient dans la rue
eux, ce qui les préoccupe, c'est ce qu'ils peuvent tirer de cette situation. Mais je crois que c'est... Il y a des niveaux de... c'est-à-dire, même si vous êtes mauvais, il y a des choses, quand vous observez, vous vous dites, l'intelligence m'oblige à arrêter. Non, ce qui fait mal, Tamba, dans cette situation, c'est que quand on résume les besoins fondamentaux de tous les citoyens à la simple consommation ou à la simple alimentation, c'est-à-dire, on dit que vous n'avez besoin que du riz, de l'huile, de l'oignon, c'est ça votre préoccupation. Et surtout, ça vient quand vous manifestez. Quand vous manifestez, c'est ce qui fait mal dans cette situation. On a besoin de plus que ça. Ce n'est pas qu'à manger qu'on a besoin. On a besoin d'un abri. On a besoin d'une sécurité. Et aujourd'hui, ces personnes, pour Bernard Kouchner, c'est vrai qu'on a relevé que le plafond, entre autres, mais il faut aujourd'hui voir qu'on doit aller au-delà de ça. Parce que ce mouvement a remis, a désarticulé, il faut le dire, plusieurs bâtiments dans ces quartiers. Allez aujourd'hui, c'est prendre un gros risque. L'information que j'ai, c'est que Bernard Kouchner tout aurait été refait, mais ça traîne à la réouverture. Bon, on verra ce qu'il en est, mais on espère surtout que le message soit passé et que côté palais, on ne voit pas cette émission, ce programme et même cette actualité, une occasion, comme vous dites là-bas, de flinguer. C'est plus un appel à prendre vos responsabilités face à ces Guinéens qui tendent la main à vous. On va marquer une pause, la dernière pause, et derrière, dans 10 minutes, nous nous retrouvons pour boucler l'émission avec un dernier pan. Nous parlerons EDG, ces plaies qui entravent une meilleure desserte du courant électrique. Et puis pourquoi pas, nous parlerons des principales innovations de la nouvelle constitution. C'est donc une série qui va s'ouvrir tout bientôt. À très vite.